Bon- Bonsoir, je suis Stéphane Edéry, je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai le plaisir ce soir d'animer cette session live parrainée par Philips qui aura pour thème l'imagerie de déformation, le strain imaging et ses apports en pratique clinique, des cas très très pratiques, vous allez voir. Nous avons la chance d'avoir le professeur Sylvestre Maréchaux de l'Institut catholique de Lille et du service de cardiologie qui va donc pendant une quarantaine de minutes vous présenter l'apport du strain en pratique quotidienne, un topo, une présentation volontairement très pratique, vous allez voir, organisée autour de présentation clinique volontairement pratique et orchestrée par Sylvestre. Et pour ne pas perdre plus de temps, je vais te donner tout de suite la parole, Sylvestre. Je vous rappelle simplement que vous pouvez nous poser des questions via le petit onglet questions-réponses et nous essaierons dans la mesure du possible de répondre à ces questions à la fin de cette présentation. Nous prendrons 3 ou 4 questions en fonction du temps qu'il nous restera. Sylvestre, tu as donc la parole pour ton topo et ta présentation. Merci beaucoup Stéphane. C'est un plaisir pour moi d'animer avec toi ce topo sur le strain. Je remercie Philips de m'avoir invité. C'est un sujet qui est très intéressant dans la mesure où Philips a beaucoup évolué récemment sur l'imagerie de déformation, notamment avec l'intégration des nouveaux outils TomTech et qui permettent d'avoir vraiment des résultats facilement obtenables et très fiables. Et je vais essayer de vous le montrer via des cas très pratiques. Alors vous savez que le strain, la déformation, c'est de l'imagerie qui est faite sur du speckle tracking. C'est une mesure qui est relativement nouvelle, maintenant une bonne dizaine d'années, qui est indépendante de l'angle, contrairement à la méthode Doppler, et qui permet de mesurer la déformation sur des images en niveau de gris. La seule chose, c'est qu'il faut avoir une cadence image qui soit suffisante pour que les différents speckles puissent être suivis au cours du temps d'une image à une autre. Et donc, vous allez pouvoir, comme sur l'image vue ici, mettre en évidence 2 speckles qui sont des tatouages de l'imagerie échocardiographique, qui sont des petites structures de taille plus petite que la longueur d'onde que l'image d'écho, et qui vont pouvoir être suivis dans le temps. Et grâce à cela, vous avez une longueur initiale, un peu comme un ressort, une longueur finale, et la différence de longueur rapportée à la longueur initiale vous donne la déformation, vous donne le strain, ce que vous obtenez lorsque vous faites un écho. Alors comment obtient-on le strain, et notamment le strain du ventricule gauche, parce que c'est ce qui est le plus utilisé en routine clinique, même si on verra après que maintenant il y a d'autres applications, eh bien c'est essentiellement le strain longitudinal qui est obtenu sur des coupes 4 cavités. Le strain longitudinal correspond à un raccourcissement en systole du ventricule gauche, car sa taille diminue. Vous avez d'autres types de strain, qui sont le strain circonférentiel, que l'on peut obtenir sur des coupes en petit axe, qui correspondent à une réduction de la circonférence entre guillemets du cercle du ventricule gauche. Et puis enfin, vous avez le strain radial qui correspond à l'épaississement pariétal. Ça, c'est ce qu'on voit lorsqu'on regarde la cinétique ventriculaire gauche visuellement en échocardiographie. Et donc, vous avez une valeur de strain longitudinal qui est de moins 20% avec un raccourcissement, une diminution de circonférence de moins 20%. La résultante, c'est un épaississement. Il n'y a pas de fibre radiale dans le ventricule gauche, il y a des fibres circonférentielles, des fibres longitudinales. La combinaison de ces 2 déformations, c'est l'épaississement radial, et donc moins 20 et moins 20 de strain, ça vous donne plus 40% de strain radial. En routine clinique, le strain longitudinal est resté en pratique. Pourquoi ? Parce que d'emblée, et même dans les papiers princeps, il était associé avec une meilleure reproductibilité inter- et intra-observateur, avec des valeurs de l'ordre de 7% ici, qui sont maintenant plus de l'ordre de 5% avec les logiciels actuels, alors que les strains circonférentiels et radio ont des valeurs de strain qui sont beaucoup moins bonnes. Alors, sur le plan de l'acquisition des images, pour faire du strain longitudinal, vous devez obtenir des coupes qui sont des coupes apicales classiques, et donc obtenir une coupe 4 cavités, une coupe 2 cavités et une coupe 3 cavités. Et donc il y a un outil qui peut s'avérer être extrêmement utile en pratique clinique, c'est l'outil de iRotate qui est disponible avec les sondes. En fait, vous positionnez en 4 cavités, et puis grâce à cela, c'est ce qu'on avait fait ici chez ce patient, vous obtenez directement la 2 cavités, la 3 cavités. Donc dans le workflow, ça vous permet d'obtenir très rapidement vos 3 coupes ventriculaires gauche, d'obtenir l'acquisition, car en effet, une fois que vous avez cette acquisition, c'est du post-traitement. Vous pouvez à ce moment-là mesurer la déformation longitudinale, on va y revenir. Cette déformation longitudinale que vous allez mesurer, c'est la déformation longitudinale globale.
celle qui correspond aux 3 coupes apicales 2, 4 et 3 cavités. Et vous allez obtenir, donc c'est un peu une moyenne, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Donc vous allez avoir un chiffre. La valeur normale, alors elle peut être variable, il y a des seuils pronostiques, des seuils diagnostiques, mais en tout cas, retenez que globalement, entre moins 18 et moins 25%, c'est une valeur de strain longitudinal qui est normale. Et il faut regarder surtout ce strain longitudinal global et ne pas s'attarder avec un segment isolé anormal. Vous voyez, ici, c'est le cas ici. Vous avez, alors ça, c'était sur des versions antérieures des logiciels, mais ça reste vrai. Vous voyez ici un segment inférolatéral. La paroi inférolatérale, c'est quand même une paroi notoirement difficile à traquer, notamment au niveau de la base. Et bien, vous avez ici, chez ce patient, qui a un strain longitudinal global normal, une valeur de déformation inférolatérale basale qui est anormalement anormale. Et donc ça, il ne faut pas en tenir compte. Ça doit être considéré comme un faux positif dans la mesure où visuellement, vous avez un écho normal et que vous avez une valeur de strain longitudinal global qui est normale. La corollaire de cela, c'est que il faut imaginer que si on s'était intéressé uniquement à une coupe pour faire le strain longitudinal global, eh bien, quand vous avez un segment qui n'est pas bon sur 6, eh bien, il a beaucoup de poids, alors que quand vous faites tout le ventricule sur 3 coupes, eh bien, un segment sur 18, là, c'est moins un problème et ça n'interfère pas de façon importante. Et donc, ce qu'on a pu observer, et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que la reproductibilité du strain longitudinal global est meilleur quand on l'a fait sur les 3 coupes que quand on l'a fait sur une seule coupe. Donc je ne vous recommande pas en pratique clinique de faire uniquement une 4 cavités par exemple, mais il faut faire, à cause de ce problème de faux positif de segments isolés, mais il faut bien faire la 4, la 3, la 2 avec les outils éventuellement comme l'aérotech qui peuvent vous faire gagner du temps. Autre élément important, et après je ne resterai pas très longtemps sur ces données techniques, il y a vraiment une importance des conditions de charge pour l'évaluation de la déformation longitudinale. Ce sont des indices, tout comme la fraction d'éjection ventriculaire gauche, qui dépendent de la post-charge. Et donc ça, c'était un travail pionnier d'Erwan Donald qui avait montré que lorsque chez l'animal, on faisait une sténose aortique expérimentale, en augmentant progressivement la pression de l'aorte et donc la post-charge, eh bien, l'on obtenait une réduction progressive du strain longitudinal qui récupérait quasiment de façon identique lorsqu'on relâchait l'augmentation de post-charge. C'est pour ça qu'en pratique clinique, il faut reporter la pression artérielle. Dans ce sens-là, je vous montre les résultats de cette méta-analyse qui date un peu sur les valeurs normales du strain longitudinal. Cette méta-analyse avait l'intérêt de nous donner des valeurs qui correspondent au moins 20% dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais surtout dans cette analyse, les auteurs ont regardé les facteurs associés avec la valeur de strain chez le patient normal. Qu'est-ce qui influence chez un sujet normal la valeur de strain? Et ce qui était intéressant, c'est que le seul paramètre qui était vraiment relié avec la valeur de strain longitudinal global, c'était la pression artérielle systolique. Plus elle s'élève, plus la valeur de strain longitudinal global diminue. Donc, dans tout compte-rendu d'écho, et a fortiori, si vous voulez faire du strain, eh bien, il faut reporter la valeur de pression artérielle systolique. Enfin, pour faire du strain, il y a un élément qui est vraiment important, c'est que vous devez faire attention à ce que vous faites, parce qu'il est très facile de pouvoir obtenir des résultats qui peuvent ne pas être bons et vous induire dans des errances diagnostiques. Il est extrêmement important tout d'abord de bien comprendre que le strain, c'est pas magique, ça se fait sur des images d'écho, des images en 2D, et vous devez avoir des images en 2D qui doivent être optimales. C'est extrêmement important. Et ça a un avantage, c'est-à-dire que plus vous apprenez à faire des boucles de qualité pour pouvoir faire du strain, plus vous améliorez vos compétences échocardiographiques et la qualité de vos images bidimensionnelles. Donc le strain, finalement, rentre dans un espèce de cercle vertueux qui fait que, après, vous êtes capable de faire des belles images d'écho sur lesquelles vous allez pouvoir faire des bons tracking et obtenir des résultats que vous pourrez interpréter avec confiance. Et pour ça, il faut vraiment suivre une checklist, un peu comme un pilote d'avion, lorsque vous faites du strain. Et ça passe toujours, tout d'abord, par des images appropriées et donc une bonne qualité d'imagerie. Une fois que vous avez obtenu ces images, vous vérifiez qu'elles sont correctes pour obtenir du strain et notamment faites attention à la cadence image. Il ne faut pas que la cadence image diminue en dessous de 50 Hz parce que vous avez potentiellement des problèmes de corrélation qui font que vous pouvez perdre les spicules et donc il est important d'avoir une cadence image suffisante.
Une fois que vous avez bien vérifié cela, vous devez mettre les points d'ancrage, qui sont essentiellement l'anneau et l'apex. Les machines peuvent les mettre seules, mais souvent on est obligé de les replacer. Bien vérifier qu'on est au niveau de la bordure endocardique, ajuster la région d'intérêt, et notamment ne pas avoir une région d'intérêt trop large, parce que dans ce cas-là, vous allez prendre du péricarde. Le problème, c'est que le péricarde, eh bien, lui, ne se déforme pas ou peu, et donc vous allez diminuer votre valeur de strain. Donc il est bien important de bien être endocardique et ne pas aller trop vers le péricarde. Il y a d'ailleurs un gradient de strain endo vers épi, car il va en diminuant. Donc il faut ne pas être trop large et surtout ne pas prendre le péricarde, évaluer la qualité du tracing et puis répéter les étapes jusqu'à ce que le tracing soit de qualité. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Dernier point qui est noté ici, il faut vraiment faire attention à ne pas prendre des structures anatomiques qui ne sont pas du ventricule gauche, et notamment les muscles papillaires, les trabéculations, et aussi, par exemple, lorsqu'on est au niveau du septum, ne pas prendre un bout de valve mitrale ou un bout de valve tricuspide, qui vont de toute façon bouger, se déformer et potentiellement fausser les résultats de votre analyse. Un point aussi qui est extrêmement important, c'est avoir un électrocardiogramme de qualité sur lequel vous détectez bien une onde P ou un QRS, parce que lorsque l'analyse de strain va être faite, elle va être faite par rapport au début du QRS, et donc la dérivation du strain va se faire sur le zéro localisé au niveau du début du QRS. Si votre onde P est une grande onde P avec un petit QRS à côté, eh bien vous pouvez vous tromper. La machine peut détecter cette onde P comme un QRS et vous donner des résultats complètement déconnants, parce que le début de la systole va être considéré comme une onde P et vous allez pouvoir potentiellement vous retrouver avec des valeurs de strain complètement fausses. Et donc ça, c'est aussi un élément qui est important. Donc vérifiez bien votre électrocardiogramme et la qualité du tracé avec un bon QRS. Être certain que l'obtention des mesures de déformation se fasse bien sur du strain systolique, donc partant au moment du QRS. Alors en pratique, j'ai essayé de vous montrer des cas qui illustre un peu les choses et de la façon dont je vois de l'intérêt de la technique en routine clinique. Donc, patient de 26 ans qui est diagnostiqué récemment pour une hémochromatose, il est complètement asymptomatique. Donc, ce patient, on l'adresse pour une écho. On peut éventuellement lui faire une IRM aussi, mesurer le T2 étoile, mais en tout cas, il est adressé pour une écho. Et donc, son écho est visuellement normal. Et vous tombez chez ce patient-là sur cette analyse en strain, et vous voyez que la valeur globale de strain longitudinal est de moins 25%. Et puis, quand on regarde, en fait, on voit qu'il y a ici un segment dont la valeur de strain est beaucoup plus basse. Je ne vois pas très bien la valeur, je suis désolé, parce que l'écran est petit pour moi. Mais en tout cas, vous voyez, il y a un segment qui a l'air de déconner. Et bien, clairement, il ne faut pas tenir compte. Ici, on est typiquement dans le cas du faux positif, ce d'autant qu'on est au niveau de la base du cœur, qui est souvent plus difficile à traquer parce qu'il y a moins de pixels à traquer, de speckles au niveau de la base du cœur. C'est une des propriétés de l'imagerie ultrasonore. Vous en avez de moins en moins plus vous allez en profondeur. Vous avez de l'atténuation. Donc voilà, donc il ne faut pas en tenir compte. Ça, c'est vraiment un faux positif. Et si vous renouvelez l'analyse, potentiellement, vous pouvez en avoir à un autre endroit au niveau de la base du cœur. Donc ne tenez pas compte. Vous avez un écho normal. Vous avez un strain longitudinal global qui est normal, eh bien, vous vous arrêtez là. Vraiment, ne pas tenir compte de l'analyse segmentaire en routine clinique, notamment si c'est sur un seul segment, il ne faut pas en tenir compte. Voilà la boucle, en fait, qu'on voit de ce patient. Ok, donc vous voyez, l'écho était vraiment un écho complètement normal. Et sur lequel on a une valeur de strain qui est altérée uniquement dans un segment dont il ne faut pas tenir compte. Alors, élément qui peut être intéressant, c'est l'évaluation du strain ventriculaire droit. Là, ici, je l'ai fait chez ce patient. Il faut bien sûr faire une acquisition qui soit une acquisition dédiée au ventricule droit. Alors, celle-ci était peut-être pas complètement dédiée, mais en tout cas, on voyait bien la paroi latérale. En tout cas, vous faites une acquisition 4 cavités, légèrement béquée pour dégager le ventricule droit. Et maintenant, assez facilement, vous pouvez obtenir, grâce à la fonction auto-RV, le strain longitudinal global du ventricule droit. Et ce qui est quand même de plus en plus recommandé, c'est de regarder la valeur du strain de la paroi libre du ventricule droit,
parce que le septum est très influencé par le ventricule gauche. Et ici, le logiciel vous donne les deux valeurs. La première, c'est la paroi libre, ici à moins 29,3, en dessous, la valeur sur les 6 segments, moins 27,4. Et donc, voilà ce que vous obtenez. Donc ça, c'est intéressant pour l'évaluation des patients, si vous suspectez une atteinte ventriculaire droite, de faire le strain. Et donc ça, c'était un petit clin d'œil à la situation actuelle, dans laquelle il y a eu un certain nombre de papiers qui se sont intéressés à la fonction ventriculaire droite, notamment chez les patients Covid et la mortalité, et donc les patients qui avaient une dysfonction ventriculaire droite avec un strain plus bas. Alors on définit des valeurs seuil qui sont de l'ordre de 20%, eh bien, avaient un moins bon pronostic. Les valeurs restent quand même encore de strain du VD à bien définir, car elles varient selon les études, les différentes populations. Donc il y a encore du travail là-dessus, mais en tout cas c'est un élément qui est intéressant et qui de façon certaine va s'accumuler et donner des informations complémentaires par rapport aux évaluations classiques à type de TAPS, fraction de raccourcissement de surface ou bien ondes en Doppler tissulaire. Un autre cas, un patient de 38 ans qui n'a pas d'anomalie cardiaque spécifique connue, qui est essoufflé à l'effort et donc qui nous est adressé parce qu'il a vu un pneumologue. Voilà, je vais vous montrer un peu les images de ce patient. Ce patient qui, manifestement, a un aspect, comme vous pouvez le voir, de cardiomyopathie hypertrophique, avec une hypertrophie qui est diffuse, mais qui prédomine quand même sur le septum interventriculaire. Il n'y a pas de gradient d'obstruction intraventriculaire, ce patient. Il n'y a pas de gradient d'obstruction sous-aortique. Une dilatation de l'oreillette gauche. Voilà, donc on est plutôt dans le cadre d'une cardiomyopathie hypertrophique, alpha-galactosidase normale chez un homme. Ce n'est pas une maladie de Fabry et ça ne ressemble pas, c'est plutôt inférolatéral. Et donc chez ce patient, on s'intéresse un peu à l'évaluation de son strain global, et ce, malgré une fraction d'éjection qui est quand même très bonne, vous l'avez vu, il y a 70% de fraction d'éjection, eh bien on a un strain longitudinal global qui est de moins 13% à peu près, c'est celui qu'on visualise ici. Et quand on regarde l'image paramétrique, l'œil de bœuf, on voit qu'il y a une altération du strain qui est particulièrement marquée sur plusieurs segments adjacents au niveau septal, et qui correspondent à la zone où l'hypertrophie est la plus importante. Et certaines études ont suggéré qu'il puisse y avoir en fait une association entre la fibrose à l'IRM chez ces patients et l'altération du strain observée. Donc voilà un aspect, et donc c'est intéressant parce que ce patient qui a une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale, il a une cardiomyopathie hypertrophique, il est symptomatique, et donc on met en évidence une dysfonction ventriculaire gauche sub-130 chez ce patient, malgré une fraction d'éjection normale, et ça avait bien été documenté par l'équipe de Stéphane Lafitte et Patricia Réan il y a maintenant quasiment 15 ans. Et plus récemment, il a pu être mis en évidence que cette évaluation du strain a un intérêt, car en fait, selon la valeur de strain global, eh bien, tous les patients porteurs de cardiomyopathie hypertrophique n'ont pas des altérations du strain, mais ceux qui ont des altérations du strain, qui correspondent très vraisemblablement aux patients qui ont le plus de segments hypertrophiés, plus de segments fibrosés, sont des patients qui vont avoir plus d'événements lors du suivi. Et donc, notamment en termes de mortalité par insuffisance cardiaque ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et donc, ce sont des patients qui doivent être suivis de près dans le cadre d'une évaluation pronostique. Je vais vous présenter un autre cas maintenant, d'une patiente de 70 ans qui n'a pas d'antécédents médicaux spécifiques, qui est hospitalisée pour un premier épisode d'insuffisance cardiaque. On lui fait un bilan, elle a 500 de BNP, troponine qui était une troponine standard à l'époque normale, et puis on lui fait un écho. Voilà l'aspect de sa coupe apicale 4 cavités. Alors nous sommes face à une patiente qui a manifestement une hypertrophie ventriculaire gauche. Vous voyez une fraction d'éjection qui est modérément altérée. Je pense qu'elle est de l'ordre à peu près de 45%. Une fonction ventriculaire droite qui a l'air correcte. On peut se demander s'il n'y a pas aussi une augmentation de l'épaisseur à la fois du septum, mais aussi sur le côté droit, donc potentiellement une hypertrophie ventriculaire droite. Et donc chez cette patiente, chez qui on suspecte un diagnostic d'amylose cardiaque, eh bien vous pouvez visualiser ici ce que nous donne l'aspect en strain. Eh bien vous voyez, ça c'est un aspect qui est absolument caractéristique, où vous avez l'aspect de préservation apicale
l'apical sparring, ce qu'on appelle le relapse, c'est-à-dire que vous avez un strain préservé au niveau de l'apex et vous avez toutes les bases qui sont sévèrement diminuées. Donc c'est un peu l'aspect qu'on appelle en donut, relative apical sparring, ou en cocarde. Et donc ça, cet aspect, c'est un aspect qui doit faire évoquer une amylose. C'est un aspect qui n'est pas complètement spécifique, mais il est très évocateur et donc il doit amener à faire d'autres explorations. Vous voyez donc qu'on a des patterns finalement, et ça c'est très intéressant à regarder. On strain le pattern, le boulay, au-delà de la valeur de strain longitudinale globale. Vous voyez le pattern de l'amylose, très caractéristique avec cet aspect en cocarde, et de l'autre côté le pattern de la cardiomyopathie hypertrophique, où vous avez un aspect qui est beaucoup plus asymétrique, avec plusieurs zones contiguës de strain altérées qui correspondent aux zones hypertrophiées avec de la fibrose. La caractéristique également ici, c'est ce qu'on avait vu, le strain longitudinal global de cette patiente était très altéré, malgré une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui restait subnormale. Et quand on regarde dans cette étude, les patients qui ont une amylose cardiaque ont vraiment une altération en moyenne du strain longitudinal global importante. Il y a vraiment une grande dissociation chez ces patients entre le niveau de fraction d'éjection et le strain longitudinal global. C'est moins vrai pour la cardiomyopathie hypertrophique, comme je vous le disais tout à l'heure, où il y a quand même un certain nombre de patients porteurs de CMH qui gardent des valeurs de strain longitudinal global normales. Le strain a un intérêt dans l'amylose parce qu'il nous apporte aussi des éléments pronostiques. Et donc ça, c'est un papier dans lequel il y a 200 patients avec une amylose cardiaque prouvée. Et lorsque vous avez vraiment une altération profonde du strain longitudinal en cas d'amylose cardiaque, eh bien vous avez une augmentation du risque de mortalité dans le suivi. Et cette augmentation de mortalité toute cause, elle est additive par rapport à l'évaluation de la fraction d'éjection ou l'évaluation de la fonction diastolique. Chez notre patiente, en fait, on avait au niveau de l'IRM cardiaque une difficulté à trouver le temps d'inversion. En fait, lorsqu'on fait des séquences de rehaussement tardif, ce qu'on veut faire, c'est éliminer le signal myocardique pour bien voir la prise de contraste par le gadolinium. Et en fait, en cas d'amylose, on n'arrive pas bien à trouver ce temps d'inversion, le myocarde devient noir. Et ça, c'est un signe qui fait évoquer l'amylose cardiaque. Et ici, chez cette patiente, on avait en plus une prise de contraste un peu diffuse, circonférentielle, qui atteint souvent aussi également les oreillettes, et ça qui est très évocateur d'une amylose cardiaque. Il faut toujours, dans ce cadre-là, rejeter l'amylose AL, et donc faire une électrophorèse des protéines sériques. Une immunoélectrophorèse est recherchée des chaînes légères et une protéinurie de benzone, ce qui n'était pas le cas ici, et donc on est plutôt dans le cadre de l'amylose à transthyrétine, donc soit génétique, soit sénile mutante, et dans ce cas-là, on fait une scintigraphie au biphosphonate, qui était ici très pathologique, avec une fixation intense. Et donc cette patiente en fait était bien porteuse d'une amylose ATTR et a bénéficié pour le coup d'un traitement par tafamidis avant l'indication cardiaque, car elle avait à l'époque une atteinte neurologique qui permettait de mettre le traitement. Un recul d'ailleurs chez elle qui est intéressant parce que cette patiente, ça fait 7 ans qu'on la suit. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est dans l'application du strain, c'est que l'échocardiographie est utile pour aider à la détermination de l'hypertrophie ventriculaire gauche. C'est là où je voulais en venir. C'est vraiment une application très utile. Et dans cette étude de l'équipe de Marvick, ils avaient pris des hypertrophies ventriculaires gauche, ils avaient donné à des relecteurs experts, ils leur avaient demandé quel était leur diagnostic. Ils leur donnaient les images comme ça, et puis après, ils leur demandaient un diagnostic, et après, ils leur redonnaient les images avec la possibilité de faire du strain. Et ce qu'ils s'étaient rendu compte, c'est que finalement, et notamment pour l'amylose cardiaque, le fait de pouvoir faire du strain vraiment augmentait la sensibilité du diagnostic. Vous voyez, on passait de 40 à 84% sans compromis sur de 40 à 86% sans perdre en termes de spécificité, voire en y gagnant. L'apport diagnostique était moins marqué dans la cardiomyopathie hypertrophique, mais en tout cas dans l'amylose cardiaque, il y avait vraiment un bénéfice à ajouter cette analyse du pattern, du boulay en strain longitudinal. Alors je voudrais vous montrer de ce fait un autre cas, donc ici qui est un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque et qui a une hypertrophie ventriculaire gauche. Vous voyez ici un petit épanchement péricardique.
vous voyez qu'il y a une calcification de la valve aortique, donc ce patient a une sténose valvulaire aortique, et vous voyez que ce patient a une sténose aortique qui est sévère, hein, on est à 4 mètres secondes, 39 de gradient moyen, donc on est face à une vraie sténose sévère, classique. Voilà les autres images qu'on peut voir. Alors vous voyez, il y a des vélocités en Doppler tissulaire qui sont toutes très basses, donc qui peuvent éventuellement faire évoquer le diagnostic d'amylose associé. Et voilà la coupe 4 cavités de ce patient. Vous voyez le petit épanchement péricardique, la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est subnormale, une oreillette gauche très dilatée, peu mobile, avec toujours notre hypertrophie ventriculaire gauche. Alors c'est ennuyeux parce qu'on est dans une situation, finalement, on a un patient qui d'un côté est symptomatique, un rétrécissement aortique sévère, qui est notoirement connu pour donner de l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais d'un autre côté, il y a des caractéristiques qui font évoquer chez ce patient plutôt la possibilité d'une amylose cardiaque associée. Et en effet, c'est intéressant parce que c'est une association, on va y revenir, qui n'est pas fortuite. En tout cas, si on fait le strain longitudinal global de ce patient, ventriculaire gauche, eh bien on voit qu'il y a une altération du strain longitudinal global qui est à moins 13%. Et surtout, chez lui, on a un aspect un peu en cocarde, vous voyez, avec une préservation relative du strain à l'apex et une diminution, alors qui est pas aussi belle que celle que je vous ai montrée avant, mais en tout cas, on a un aspect qui peut faire évoquer la cocarde. Alors, c'est intéressant, vous pouvez dire, bah tiens, il doit y avoir une amylose, sauf que lorsqu'on est face à une sténose aortique sévère, eh bien, on peut avoir des aspects en cocarde sans avoir d'amylose, donc ce n'est pas un facteur qui est un facteur discriminant. Donc normalement, c'est difficile d'en tenir compte. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'association sténose aortique amylose cardiaque n'est pas fortuite, et ça a bien été documenté dans cette magnifique review de Julien Ternacle avec Philippe Pibarot, qui montrait que l'association existait et existait de façon assez fréquente. Et donc la possibilité d'une amylose associée à un rétrécissement aortique sévère n'est pas quelque chose de peu fréquent. La question, c'est comment traiter dans la mesure où on ne connaît pas l'impact du tafamidis chez un patient qui a une sténose sévère. En tout cas, probablement pour le moment, en l'absence d'études spécifiques, le traitement doit être, en fonction des comorbidités du patient et de son pronostic attendu, dans les deux sens. En tout cas, ce qui est intéressant dans les deux sens, c'est-à-dire valvulaire et dans l'amylose quand elle est authentifiée. Dans tous les cas, dans une étude récente, et là c'est là où je pense que ça peut être très intéressant, il a été montré que l'utilisation de la déformation de l'oreillette gauche pouvait aider au diagnostic d'amylose cardiaque chez les patients avec un cœur épais, mais dont la cause de l'hypertrophie n'est pas claire, comme on pourrait le suspecter chez ce patient. Et donc, vous voyez ici ces courbes, qui sont des courbes de déformation de l'oreillette gauche. C'est obtenu sur une coupe 4 cavités. Selon les recommandations de l'EACVI, vous pouvez faire sur une 4 cavités simplement. Et donc, vous avez plusieurs fonctions. Vous avez la fonction réservoir, qui est le début de la courbe, puis la fonction conduit, et enfin la fonction contraction, qui ne peut être obtenue que chez un patient au rythme sinusal. Et donc, ça vous donne 3 valeurs de strain. Et vous voyez que chez ces patients, en fait, la valeur prédictive pour le diagnostic d'amylose des valeurs de strain, réservoir et conduit est meilleure que celle de la préservation apicale, que l'aspect en deux notes du strain VG, avec des R sous la courbe 0,91 et 0,87, avec des valeurs cutoff qui sont notées ici, à revalider bien sûr dans d'autres populations. En tout cas, chez ce patient qui avait en effet une sténose aortique sévère et une amylose cardiaque, l'oreillette gauche permettait, le strain de l'oreillette gauche était en faveur d'une amylose cardiaque, qui était une amylose cardiaque à transthyrétine diagnostiquée par la scintigraphie au biphosphonate. Donc intérêt potentiel du strain de l'oreillette gauche, ce d'autant que les mesures maintenant sont bien plus faciles qu'autrefois, et on peut très facilement obtenir les valeurs, car il existe maintenant dans les machines des logiciels dédiés permettant cette analyse. Un cas dans le même sens, toujours dans le cadre de l'hypertrophie ventriculaire gauche. C'est un patient de 72 ans qui a une histoire d'artériopathie des membres inférieurs, qui est obèse, qui est connu pour avoir une sténose aortique minime, qui est évalué sur le plan préopératoire, parce qu'il doit bénéficier d'une chirurgie de hanche. Et bien, chez ce patient, à l'auscultation cardiaque, on a en effet un souffle systolique avec une abolition du B2. Et à l'ECG, on a une belle hypertrophie ventriculaire gauche. Donc voilà
l'examen du patient. Donc vous voyez une sténose aortique classique à haut gradient, qui dépasse les 4 mètres secondes. Voilà son ventricule gauche. Alors, sur le plan du ventricule gauche, on a sur l'image que je vous donne, on a une calcification de l'anneau mitral qui est fréquente chez ces patients. Et vous voyez une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est préservée, qui est de l'ordre de 65%, peut-être même voire plus. Donc FEVG préservé chez ce malade. Et donc on va s'attarder à son évaluation en strain. Et vous voyez que ce patient, en fait, sur les 4 coupes, on a une altération du strain global qui est évaluée à moins 14,7%. Donc là, on est vraiment sur des valeurs plus basses que moins 18. Et donc, est-ce que ça a une importance chez ces patients polysymptomatiques ou asymptomatiques, chez lesquels on mesure une fraction d'éjection normale, une sténose aortique sévère, et puis une altération du strain? Eh bien oui, c'est important. Il y avait des travaux préliminaires qui avaient suggéré qu'en effet, le fait d'évaluer le strain global apportait plus en termes de prédiction de la survenue de remplacement valvulaire ou de décès dans le suivi que les paramètres classiques de gradient transaortique, de calcification valvulaire, de score de risque chirurgical. Et récemment, en utilisant le logiciel TomTech, qui est l'autostrain qui est embarqué dans les machines Philips, nous avons pu étudier la valeur pronostique du strain longitudinal global dans une population de patients porteurs de sténose aortique sévère à ou polysymptomatique. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'une valeur de strain de moins de 15% avec ce logiciel était associé avec un surrisque de mortalité important, et ce, après ajustement sur les autres prédicteurs classiques de mauvais pronostics dans la sténose aortique, d'indice de sévérité, de volume d'éjection systolique. Donc clairement, c'est un élément qui est intéressant. Ce qui était intéressant dans cette étude aussi, c'est que lorsque le strain était normal, au-delà de 15%, finalement, il y avait peu d'événements dans la cohorte. Donc, quand vous êtes face à un patient asymptomatique, quelque part, faites le strain longitudinal global. Bien sûr, les indications opératoires à ce jour ne reposent pas dessus, ce ne sont pas les recommandations. Mais quand vous êtes dans une situation un peu douteuse où vous posez des questions, eh bien, si vous êtes face à un strain qui est altéré à moins de 15% chez un patient chez lequel vous posez la question d'intervenir, eh bien, ça peut vous aider à emporter la conviction du fait du grand nombre d'événements qu'on observe dans cette population. Autre cas, donc on a vu toute la partie hypertrophie. Maintenant, on va aller plutôt vers la partie dilatée. Et je vais vous parler d'un homme de 39 ans qui est connu porteur d'une cardiomyopathie primitive avec une FEVG à 20%, pas de maladie coronaire, qui avait récupéré un traitement, une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale après traitement de l'insuffisance cardiaque, et puis qui brutalement a interrompu tous ses traitements, et donc qui est très essoufflé et que je suis amené à rencontrer. Et donc voilà ici les images de ce patient. Alors là, c'est une acquisition qui est une acquisition 3D Arc Model. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça permet de faire l'évaluation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, des volumes ventriculaires gauche, de l'oreillette gauche. Vous voyez ici que ce patient, il a vraiment une dysfonction ventriculaire gauche sévère. Il a 10%, 15% de fraction d'éjection, une oreillette gauche très dilatée. Et donc c'est un patient qui était un patient relativement grave. Donc vous allez me dire, est-ce que chez ce patient, il est intéressant de faire du strain? Parce qu'une fois qu'on a vu sa fraction d'éjection, on peut se poser la question de la valeur ajoutée. En tout cas, quand on le fait, on a un strain longitudinal global qui est très très altéré à 4%, moins 4%. Donc c'est quand même des valeurs très basses. Bon, vous allez me dire, c'est en cohérence avec la fraction d'éjection, on s'en serait douté. N'empêche que il peut y avoir un intérêt. Et donc dans cette étude, qui inclut plus de 1000 patients porteurs d'une insuffisance cardiaque systolique avec une FE à moins de 45%. Bien, dans cette étude, il s'était intéressé un peu aux différents facteurs prédictifs de mortalité, et notamment des paramètres cliniques, mais aussi les différents paramètres d'écho. En fait, du fait des modèles multivariés et des ajustements multiples, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient prédictifs, mais en tout cas, dans tous les cas, un des paramètres qui apparaissait le plus prédictif était le strain longitudinal global. Donc ça, c'est un élément qui est important, car il semblerait que dans cette population spécifique, c'est quelque chose qui est utile. Alors vous allez me dire, d'accord, mais le patient d'avant, il avait quand même une fraction d'éjection très basse, on a du mal à croire que ceci puisse être utile. Bien, je pense que c'est quand même utile, parce qu'ils avaient fait une analyse très intéressante dans ce travail, qui est une analyse CART, c'est une analyse en arbre décisionnel, qui a pour but de classifier les patients selon leurs caractéristiques, et ainsi en déduire leur niveau de risque. Et ils avaient
définit 3 catégories de niveau de risque. Les patients qui étaient à faible risque, avec une mortalité entre 0 et 15%, des patients à risque intermédiaire, avec une mortalité entre 15 et 30%, et des patients à haut risque, avec une mortalité à plus de 30%. Donc si vous preniez ces patients, eh bien tous ceux qui ont une fraction d'éjection qui est à plus de 22, alors ça c'est des chiffres, c'est des statistiques qui les donnent, ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas lorsque la fraction d'éjection ventriculaire gauche est globalement préservée, eh bien vous voyez que finalement la mortalité des patients, elle est faible ou intermédiaire. En tout cas, il n'y a pas une haute mortalité. Et finalement, ce qui va permettre de discriminer chez ces patients les bas risques des hauts risques, ça va être la diastole, la vitesse de l'onde 2, et puis la fonction ventriculaire droite, et notamment l'évaluation du TAPS. Si maintenant, vous êtes dans la population des patients qui ont une fraction d'éjection franchement basse, c'est là où il va y avoir un intérêt à réaliser le strain longitudinal global, parce que paradoxalement, certains patients vont avoir une déformation longitudinale qui va être relativement préservée, et ceux-ci sont des malades à risque intermédiaire, malgré leur fraction d'éjection basse, alors que ceux qui ont une altération franche du strain longitudinal global, eh bien chez ceux-là, si vous cumulez une dysfonction ventriculaire droite, vous allez obtenir les patients qui ont le plus fort taux de mortalité. Vous voyez, 67%, c'est absolument épouvantable. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il peut y avoir un intérêt à évaluer le strain longitudinal global. Et pourquoi finalement? Parce que le strain longitudinal global peut permettre parfois d'aider à l'interprétation de la fraction d'éjection chez les patients qui ont des fractions d'éjection très basses. Parce qu'on n'est pas très bon en écho sur les fractions d'éjection très basses, on peut rapidement faire des erreurs. Faire 10%, 15% ou 20%, c'est pas toujours très simple. Et donc, ça peut permettre de rectifier un peu le tir, de faire le strain longitudinal global. Et si vous mesurez une FE à 20%, mais que vous avez un strain à -8 ou -9, eh bien, quelque part, c'est que peut-être vous la sous-estimez. En tout cas, la déchéance myocardique n'est pas telle que celle que vous auriez pu uniquement suspecter sur le niveau de fraction d'éjection. Donc, il y a un intérêt potentiel, clairement, à faire du strain longitudinal global chez le patient porteur d'une dysfonction systolique du ventricule gauche, même si celle-ci n'est pas semble évidente. Dernier cas, c'est le cas d'un patient de 43 ans qui n'a pas d'histoire médicale, qui est essoufflé à l'exercice et qui est fatigué depuis quelques semaines, et puis qui à l'examen clinique a des signes d'insuffisance cardiaque. À l'électro, on a un bloc de branche gauche. J'ai vu que c'était une des questions qui était posée dans le chat, avec un BNP élevé au niveau des tests sanguins. Voilà sa coupe apicale des 4 cavités. Donc vous voyez chez ce patient, clairement, il a une dysfonction ventriculaire gauche très sévère, un gros ventricule gauche, il est à 65 mm, un volume télédiastolique qui est de plus de 300 ml, une oreillette gauche dilatée, une fonction ventriculaire droite qui reste préservée. Et donc chez ce patient, on va se poser la question, qui est un patient qui est désormais optimisé sur le plan médical, de la potentielle indication d'une resynchronisation cardiaque. Eh bien ce patient, vous voyez ici, il a un strain longitudinal global qui est à -9%, donc finalement pas très très altéré, mais quand même altéré. Et ce qu'on va regarder là, c'est on va regarder certes les courbes de strain, enfin on va regarder l'œil de bœuf. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez une espèce d'asymétrie dans son œil de bœuf, avec des valeurs de strain septal dans le coin du septum et de la paroi inférieure qui sont basses, alors que sur les parois latérales et antérolatérales, elles sont plutôt élevées. Donc ça, c'est un aspect qui est assez caractéristique des patients qui ont un bloc de branche gauche, avec cette asymétrie entre le septum interventriculaire et la paroi libre. Et si on regarde les courbes de strain, donc ça c'est un exemple que je voulais vous donner, les patients qui ont un bloc de branche gauche, en fait, ont un délai d'activation. C'est-à-dire que l'activation se fait d'abord via le ventricule droit, à cause de la blanque gauche. Le septum est dépolarisé en avance, se contracte, se déforme à l'avance, et la paroi latérale du ventricule gauche se déforme à rebours par du tissu myocardique non spécialisé, donc plus lentement. Et donc la corollaire de ce délai d'activation, c'est quoi? C'est sur le septum, vous allez avoir un flash septal, une contraction rapide du septum, qu'on peut voir en TM, et au niveau de la paroi postérieure du ventricule gauche, en TM, vous avez une contraction tardive qui est post-systolique, après la fermeture de la valve aortique, qui est notée AVC ici. Si maintenant, vous êtes au niveau des courbes de strain longitudinal, qu'est-ce que vous allez obtenir? La courbe verte est la courbe du septum, la courbe orange est la courbe de la paroi latérale. Eh bien, vous voyez que ce septum interventriculaire
va se déformer, vous avez une courbe négative très rapidement. En même temps, elle va pousser la paroi latérale qui est en haut, qui, elle, n'est pas activée, donc se laisse faire passivement. Et une fois que cette paroi latérale s'est laissée faire, s'est déformée, eh bien, vous l'avez étirée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir se contracter, effet Starling, mais de façon décalée, mais par contre de façon très tonique, et donc vous allez avoir une déformation qui va être beaucoup plus importante au niveau de la paroi latérale, bien que ce soit une déformation qui soit postsystolique. Le résultat, c'est que vous avez, regardez ici, des valeurs de strain longitudinal septal basses, alors que les valeurs de strain sur la paroi latérale sont plus élevées. Et donc il est intéressant de regarder ce pattern. Pourquoi? Si on regarde notre patient ici, vous voyez, on a pu mettre toutes les courbes sur toutes les courbes de strain, et vous voyez que sur toutes ces courbes de strain, en fait, on observe, et notamment au niveau de la paroi latérale, qui est la rouge, qu'il y a une grande déformation avec une contraction postsystolique, et sur le septum, vous voyez qu'il y a l'événement précoce, là qu'on voit en vert, avec le même aspect que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a un délai d'activation qui est vraiment typique chez ce patient d'un bloc de branche gauche, et ce qui est très intéressant, c'est que si on reprend des patients qui vont avoir un CRT, une resynchro, qui ont un bloc de branche gauche, qu'on leur fait du 2D strain écho, qu'on leur fait du spical tracking, ceux qui ont cet aspect de délai d'activation typique en écho sont des patients qui ont un bien meilleur pronostic que ceux qui n'ont pas ce délai d'activation. Donc c'est intéressant de regarder parce que ça va vous permettre d'identifier des patients qui ont un meilleur pronostic avant resynchro. Donc ceux qui n'ont pas ce pattern, eh bien c'est des patients qui vont aller moins bien, donc c'est des patients qu'il faut suivre plus parce que ce sont des patients qui vont être moins bons répondeurs. Par contre, si vous avez vraiment cet aspect de délai d'activation, eh bien, ce sont des bons candidats à la resynchronisation. Et ce délai typique d'activation peut être retrouvé chez des patients qui ont des QRS parfois pas très larges, 130, 140 millisecondes, avec des blocs parfois qui ne sont pas toujours des blocs de branche gauche, qui peuvent être des blocs un peu indifférenciés, ou alors des hémiblocs antérieurs gauche associés à des blocs de branche droite. Donc on peut avoir des situations où l'écho, et notamment l'analyse en spical tracking, va pouvoir nous aider et nous permettre de proposer à certains patients la resynchronisation alors qu'elle n'était pas évidente ou alors qu'elle était indiquée mais sur des niveaux de preuve qui étaient plutôt faibles. Et vous voyez ici, donc chez ce patient, on avait cet aspect aussi de délai d'activation typique, et ce patient a été répondeur à la resynchronisation avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui s'est normalisée dans le suivi. Donc, en conclusion, voilà donc quelques exemples. Chez les patients qui ont une fraction d'éjection préservée, notamment c'est le cas des patients avec une hypertrophie, le fait de trouver un strain longitudinal global altéré, ça peut être utile pour identifier une dysfonction systolique subintrante. C'est très utile peut-être pour aider à l'identification de l'étiologie d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Peut-être qu'il y aura un intérêt à utiliser le strain de l'oreillette gauche dans l'amylose cardiaque. Chez les patients avec les valvulopathies et notamment la sténose aortique, le fait d'avoir un strain global à moins de 15%, ça reflète vraiment l'impact négatif de la lésion valvulaire sur la fonction myocardique avant la diminution de la fraction d'éjection, et c'est associé avec le pronostic. Donc c'est un élément qui est important à prendre en compte quand on suit ces patients de façon longitudinale. Un élément duquel je ne vais pas parler, bien que je sois en présence avec Stéphane Edéry, de l'expert français dans le domaine de la cardio-oncologie, le strain est recommandé au-delà de l'évaluation de la fraction d'éjection chez les patients qui reçoivent des chimiothérapies pour identifier d'éventuelles dysfonctions ventriculaires gauche subcliniques et éventuellement adapter la thérapeutique, mais je ne vais pas déflorer le sujet dans la mesure où ce n'est pas ma pratique quotidienne. Le strain, par contre, peut amener des éléments intéressants sur le plan pronostic, et notamment dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, et notamment dans le cadre de l'insuffisance cardiaque systolique. Dans l'insuffisance cardiaque diastolique, eh bien, les données sont un peu contradictoires, car il peut exister des altérations du strain longitudinal global dans les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée, mais ce n'est absolument pas systématique, et beaucoup de patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ont des valeurs de strain longitudinal global normales. Enfin, et je trouve que c'est une application qui est passionnante, le strain peut être utilisé pour identifier les patients qui ont une dysynchronisation électromécanique, celle qu'on a vue avant liée au délai d'activation et au bloc de branche gauche, qui peut amener à proposer une resynchronisation parce que c'est de façon très claire associé avec le pronostic après resynchronisation cardiaque. Je vous remercie de votre attention. Sylvestre, un grand merci pour cette présentation. Vous m'entendez? Sylvestre, un grand merci pour cette présentation extrêmement claire, pratique. Tu as relevé le défi de
Et tu nous as présenté des cas extrêmement intéressants. On a quelques questions, on a probablement déjà la réponse dans ton topo, mais je crois que c'est bien pour que tout le monde garde les idées claires en quittant cette session. J'ai distingué deux grands types de questions. Une question sur les aspects techniques de l'imagerie de déformation et puis des aspects plus pratiques, notamment sur la valeur normale. Pour les aspects techniques, tu nous as très bien présenté ta checklist. Et je crois que c'est incontournable, effectivement. Ça a l'attrait de la facilité, le speckle tracking, mais il faut savoir respecter effectivement cette checklist et puis être extrêmement rigoureux dans le contourage et le traçage de vos ventricules gauche, être extrêmement rigoureux sur l'analyse des courbes, éventuellement, de bien regarder le strain longitudinal global. Tu as parlé de la pression artérielle. Et c'est une difficulté, je trouve, en pratique quotidienne, puisqu'on est tous amenés à faire du suivi longitudinal de patients. Tu l'as dit, en cardio-oncologie, qui est un peu la caricature actuelle de l'application du strain longitudinal global. Dans ta pratique, surtout orientée, tu nous l'as montré, sur la prise en charge des valvulopathies, des cardiomyopathies, des diagnostics étiologiques d'hypertrophie, tu es probablement confronté à des variations importantes de la pression artérielle quand tu fais des suivis longitudinaux, ne serait-ce qu'à cause des traitements, des conditions de charge. Comment tu gères ça au quotidien? Une fois qu'on a dit qu'il fallait mesurer la pression artérielle et en tenir compte, comment tu l'intègres dans ton compte rendu? Comment tu interprètes tes résultats en fonction de ces variations éventuelles? Alors, dans le cadre du suivi longitudinal, alors je pense que chez le malade valvulaire, c'est peut-être moins problématique que chez le malade d'oncologie. Parce que franchement, je n'ai pas de grosses variations qui font que je sois gêné au quotidien. Les choses se font bien. On est plus gêné chez le patient hospitalisé, qui vient de faire de l'insuffisance cardiaque, qui est déstabilisé, chez lequel il ne faut pas hésiter à recontrôler l'examen. Il a une sténose aortique, il a 18 de systolique, le strain est altéré. C'est ceux-là chez lesquels on a plus des problématiques. Chez le malade ambulatoire, chez lequel on fait du suivi longitudinal, globalement, c'est pas trop un problème. Contrairement, pour le coup, à l'oncologie, avec les problématiques de remplissage, d'effets indésirables des traitements sur la pression artérielle. Donc voilà, c'est moins un problème. Je dirais que, parce qu'après on peut tout à fait imaginer intégrer les chiffres de pression artérielle dans l'évaluation du strain, c'est quelque chose qui sur le plan physiopathologique a du sens. Après, je pense que sur le plan pragmatique, voilà, faut regarder et vérifier que le patient a des niveaux de pression artérielle qui sont satisfaisants. Si en effet il a des systoliques vraiment élevés, bon, dans ce cas-là, il faut peut-être pas tenir compte du résultat, ou recontrôler à distance, ou voire même refaire les acquisitions en fin d'examen, parce que parfois le patient se calme, se détend, la pression artérielle se normalise, ce qu'on connaît, et puis voilà, quoi. Très bien. Quelques questions sur la valeur dite normale du strain. Tu as balayé non pas uniquement le ventricule gauche, mais aussi l'oreillette et le ventricule droit. Donc, pour l'ensemble de ces cavités se pose la problématique de la valeur dite normale. Pour le ventricule gauche, est-ce que tu as tendance à raisonner avec une valeur unique au sein de ton laboratoire, ou est-ce que tu différencies des seuils peut-être en fonction? On sait qu'il y a des paramètres démographiques qui vont influencer la valeur dite normale, au moins l'âge, le sexe en tout cas, la machine peut-être. Comment tu intègres tout ça dans ta pratique quotidienne? Ce sont des questions qui arrivent sur le chat. Est-ce que la valeur normale du strain existe, ou bien il faut raisonner en termes de patients et d'âge, de sexe et de machine? Très clairement, c'est vrai que longtemps, quand j'ai fait les topos, je donnais des valeurs normales. Voilà, j'ai l'impression que quand on était en dessous de moins 17, à la louche, hein, là. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement eu de logiciels différents, il y a tellement eu de versions, il y a tellement eu de constructeurs. Bon, je pense que maintenant, on est quand même arrivé à maturité. Donc je pense que finalement, il y a vraiment un intérêt à définir les choses maintenant. Voilà. Maintenant qu'on a des logiciels qui sont homogènes, qui donnent, d'un constructeur à l'autre, des résultats qui sont cohérents. Enfin, on n'a plus de grosses variations, du moins c'est ce que je trouve dans ma pratique. Voilà. Et puis du fait des études, en fait, c'est plus ça aussi qui est utile, parce que on voit vraiment qu'il y a des décrochés pronostiques. Dans le RAC, par exemple, le moins 15, c'est vraiment, on a retrouvé ça. C'était ce que retrouvait Mine dans la méta-analyse. Il y a vraiment un seuil pronostique à ce niveau-là. C'était moins 14,7. Voilà, donc je pense que voilà, on peut, voilà, quand on a un moins 17 isolé, voilà, faut l'intégrer avec le reste, parce qu'il faut pas oublier quand même que le strain reste un élément additif. C'est quelque chose qu'on a en plus, qui nous intéresse, qui nous donne des éléments importants, mais à ce jour, ce n'est pas encore quelque chose sur lequel on pose des indications. Donc clairement, moi je pense que pour que cet élément rentre dans la balance, il faut qu'il soit clairement anormal, et sur lequel on ait des données pronostiques. Voilà. Donc typiquement, moi quand j'évalue un RAC sur lequel je me pose des questions qui n'est pas claires, si je trouve un moins 14 de strain, je vais me poser des questions. Je vais me dire, ah c'est bizarre,
Est-ce que je l'ai bien aligné? Est-ce qu'il n'est pas plus sévère? Est-ce que voilà. Donc ça rentre plus dans un raisonnement comme ça. Voilà. Donc finalement, je raisonne de moins en moins en valeur normale. Voilà. Oui, je crois que c'est tu l'as très bien expliqué. Et une dernière question sur la partie valvulaire que tu as développée avec les racks serrés, symptomatiques, la différenciation avec l'intrication entre l'amylose et le rack. Tu n'as pas abordé le sujet éventuel de l'insuffisance mitrale. Tu as une énorme expérience sur l'insuffisance mitrale. Est-ce que tu as des données intéressantes, à la fois issues de la littérature et de ta pratique quotidienne, sur éventuellement l'intérêt du strain longitudinal global dans l'insuffisance mitrale, on va dire asymptomatique ou post-symptomatique? Est-ce que tu l'utilises ou pas encore? Tu sais, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc pour le moment, je l'ai pas encore, mais j'aurai des données là-dessus pour un peu voir. Moi, je vais être clair dans le RAC que j'étais dubitatif, et en fait, les chiffres parlaient, c'était évident. Voilà. Et sur le plan clinique, c'était pas quelque chose qui me semblait évident. Et puis en fait, quand on a regardé les résultats, on a vu que c'était très fort. Voilà. Donc dans l'insuffisance mitrale, pour le moment, c'est pas quelque chose sur lequel du moins par prolapsus, voilà, l'IM organique primaire. Pour le moment, il y a des données dans la littérature, on connaît, il y a des papiers de Marvic, mais ce sont des données très préliminaires. Et puis en plus, ce qui est embêtant, c'est que ce sont des valeurs seuil qui sont des valeurs très élevées. C'est comme la fraction d'éjection ventriculaire gauche est supranormale, on est sur des valeurs de strain moins 22, moins 23, alors c'est compliqué d'intégrer ça aussi en plus. Donc je pense qu'il y a encore du travail, à mon avis, dans l'IM primaire, pour vraiment que ça puisse être intégré. Maintenant, après, c'est séduisant, parce que c'est assez logique qu'on puisse voir des choses, même sur le plan régional, avec les disjonctions mitrales, tout ça, et à mon avis, on va voir des choses. Mais bon, voilà. Je ne suis pas encore assez avancé à titre personnel pour donner des messages clairs sur le sujet. Écoute, merci beaucoup Sylvestre pour ta précision, ta sincérité, on va dire, et toujours ton caractère pondéré, j'allais dire. Je crois qu'il est temps de conclure, on n'a plus d'autres questions. Et écoutez, je voudrais tout d'abord remercier Sylvestre Maréchaux, le professeur Sylvestre Maréchaux, pour cette présentation extrêmement claire, précise, et avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Je remercie Philippe et les équipes de Nicolas Victorin pour leur soutien à cette présentation. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt pour un autre webinaire. À bientôt, au revoir. Merci à tous, merci Stéphane. Merci.